On va commencer par voir des images qui ont été tournées par Siriex, ton cadreur, au moment où vous allez vous faire enlever, quoi. En fait, c'est les dernières images et après on commente. Dimanche dernier, nos amis Alexandre Jordanov, journaliste, et Ivan Seriex, caméraman, prennent la route de Kerbala, une ville sainte située au sud de Bagdad. La route est encombrée de bus car de nombreux fidèles se rendent sur le lieu de pèlerinage. À la hauteur de Latifiya, à 50 km de la capitale, des véhicules font demi-tour. Un convoi américain vient d'être attaqué. Qu'est-ce qui se passe, Samir? Depuis quelques semaines, tout ce qui ressemble à un véhicule d'occupation est systématiquement pris pour cible. Tous les moyens sont bons. Pierres, pneus torches, mitraillettes et lance-roquettes. Des petites victoires qui font du mal à l'occupant. Camion, oh là là, oh là là, oh là là, oh putain. Ah, il faut le feu au camion. Des petites victoires qui font du bien à la population. Les coups de feu reprennent. Femmes et enfants quittent le village. Les hommes, eux, restent pour afficher leur résistance. Nos journalistes décident alors de s'approcher du lieu de l'attaque en grimpant sur une camionnette qui passe en force. La situation va se dégrader rapidement. La cavalerie américaine débarque, les tirs vont s'intensifier. Pour se protéger, nos journalistes affichent leur neutralité en levant leurs mains. Mais Alex et Ivan se retrouvent coincés entre les soldats US et les fédayines. Dans la confusion, ils se séparent pour se mettre à l'abri. Alex et Ivan vont tomber aux mains de la résistance irakienne qui use désormais d'une arme redoutable, la prise d'otages. Alex ! Nos deux journalistes en seront les premières victimes françaises. On s'est retrouvés. Finalement, on a essayé de s'évacuer. Yvan est tombé, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une espèce de bas-côté avec un ruisseau. C'est très humide, c'est un endroit marécageux. La caméra est tombée à l'eau. Il est parti en chercher une deuxième à la voiture qui était quand même à 2 km. Il revient, on commence à parler aux Américains, à tourner avec eux. Eux, ils canardent les Moudjahidines répliquent. Et à un moment donné, les Américains s'en vont et nous sommes là, tous les deux, au bord de la route, avec les balles qui sifflent aux oreilles, quoi. Et une deuxième fois, on est séparés. Cette fois-ci, je le vois au loin, à peu près à 100 mètres. Une voiture de police irakienne, plutôt un pick-up, de petit camion, il y a écrit police dessus, qui passe, qui lui demande de monter. Il essaie d'escalader l'espèce de pile de terre pour arriver à la route. Il leur dit non, non, non. Ils font 100 mètres. Ils s'arrêtent, ils font marche arrière, ils lui redemandent de monter. Cette fois-ci, ils montent. Et plus tard, il s'est avéré que c'était des flics corrompus qui l'ont effectivement aussi gardé quelques heures. Et toi ? Et moi, je me suis retrouvé donc tout seul, il n'y a plus d'Américains, plus de Moudjahidines, juste des roquettes et des balles qui sifflaient. Donc j'ai essayé de regagner la voiture qui était assez loin. Et du champ de bambou est sortie une espèce de 4x4 un peu banalisé, avec 4 hommes qui s'est arrêté. Les 2 portières côté conducteur sont ouvertes. Ils m'ont de force installé sur le siège arrière et on était parti dans le hurlement de djihad. Et tout ça, ça forme une espèce de mouvance de la résistance irakienne. La résistance irakienne, tu sais, moi j'ai changé de lieu de détention 10 fois. Ce que tu constates, c'est que la résistance irakienne, c'est tout le monde. Ça va du gamin de 12 ans jusqu'au agi religieux de 83 ans, aux combattants habillés en noir, c'est tout le monde, sauf les femmes, évidemment. Les femmes sont séparées. C'est-à-dire que, comme ils ne peuvent pas te garder trop longtemps, ils sont très très bons, hein. C'est une technique, je ne sais pas s'ils l'ont rodée ailleurs ou quoi, mais la prise d'otage, c'était hyper bien fait. Le transport, c'est toujours la même chose, c'est toujours la tête
soit contre les cuisses de ton voisin, soit la tête par terre. C'est toujours les yeux bandés, c'est toujours la même technique. C'est quel que soit le groupe dans les mains dans lesquels tu es, c'est toujours la même technique. C'est hyper bien rodé. Et les interrogatoires, c'est pareil. À chaque fois que tu changes de groupe, que tu passes de religieux à d'anciens militaires, à fédéines, à chiites, il faut tout recommencer parce qu'apparemment la communication ne passe pas très bien entre eux. Il faut toujours prouver que tu es français, il faut toujours prouver que tu es journaliste, il faut toujours prouver que tu n'es pas du Mossad, parce qu'il y a un certain nombre d'accusations, un certain nombre de questions pièges, un certain nombre d'humiliations. Un mélange de tout, ça va du... Issa est-il le fils de Dieu? Issa dans le Coran c'est Jésus. Bon, il faut faire assez attention parce que tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Tu peux tomber sur des islamistes très religieux, ça pourrait très mal se passer si tu donnes la mauvaise réponse. Donc tu essaies de toujours trouver un équilibre parfait pour ne pas froisser les uns qui sont à droite, qui sont des fédéines, et les religieux qui sont à gauche, ou le troisième groupe qui est un peu plus loin. Il faut toujours trouver tu slalomes un peu avec tes réponses dans un no man's land où tu sais pas vraiment ce qui se passe et qui contrôle qui, et qui est le leader, et qui est le chef, et qui prend les décisions. Et puis, est-ce qu'il y avait des simulacres d'exécution de temps en temps? Est-ce qu'ils te mettaient la calafe sur la tempe ou pour te faire croire qu'ils allaient te tuer? Ils te mettaient à genoux, les yeux bandés, mais tu sais pas vraiment ce qui se passe derrière toi. Il y a la lame de rasoir et le couteau, oui, ça j'ai eu le droit. Oui. Et dans ce cas-là, tu doutes, toi? Bien sûr, tu doutes à chaque instant. Tu doutes à chaque seconde. Tu sais pas ce qui va t'arriver, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. La communication est difficile parce que certains parlent un anglais très limité, d'autres pas. Des fois, ils font venir un traducteur, quelqu'un qui parle français. Moi, j'essayais toujours d'essayer de leur faire venir quelqu'un qui parlait français. Parler anglais, c'était pas ce qui était plus recommandable. À quel moment tu te rends compte que tu vas être libéré? Jusque la dernière seconde, je ne savais pas si... une fois qu'ils m'ont déposé à la mosquée, les autorités donc de la grande mosquée de Okra de Bagdad, celle qui a des minarets en forme de missiles que Saddam a fait construire, ces gens-là m'ont mis dans une pièce. Arrive donc le grand imam de Bagdad, docteur Abdallah Kaïsi, et il parle un peu avec moi, il me dit « Est-ce que tu sais que tu es libre ?» Je dis « Non, moi je suis toujours dans une pièce, on m'a dit tellement de choses, je ne sais pas quoi vous dire, moi j'en sais rien. » Et là il ouvre la porte, il me dit « Mais sors, regarde le soleil dehors, va dehors. » Et là j'ai commencé à me dire peut-être que cette fois-ci c'est bon.